établis un barème, tu établis Un autre critère. que les gens vont s'attendre à ce que tu atteignes, puis toi-même d'ailleurs. Puis, tu sais, il m'a appris à amener ce standard-là à un certain niveau. Ce que j'ai soutenu, bien malgré les embûches, puis tu sais, ce qui était bon, c'est que je pouvais toujours retourner là-dessus, tu sais, dans les moments tough, ce standard-là. Puis ça me permettait de me relancer. Puis quand que ça a moins bien été en Arizona, vers la fin, en Arizona, je me suis fait retrancher. Puis je me suis retrouvé avec l'organisation du Lightning qui m'a envoyé des mineurs. Je savais que j'allais revenir au top parce que j'investissais dans moi tellement, tellement fort, tellement bien. Puis je travaillais bien et fort. Puis j'étais conscient de mes choses que je savais que j'allais revenir. Puis quand je suis revenu, bien, ça a été super bien à Tampa. Puis j'étais reparti, tu sais, jusqu'à temps que j'ai une autre embûche. Puis, euh, Alors, nouveau numéro ce soir de All the Talk, un numéro bien spécial, numéro 57. Ben, ça m'a pris 57 numéros pour me rendre un joueur de hockey professionnel aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de recevoir sur le pod Louis Domingue. Bienvenue Louis, comment ça va? Ça va bien, tout le plaisir est pour moi. Ah, je suis vraiment content. On a travaillé un petit peu fort pour t'avoir. J'étais patient, t'as été patient. Finalement, ça se fait. J'espère qu'on va pas être coupé parce que du côté de Wilkes-Barre, j'ai l'impression que la connexion, la connexion se fait un petit peu en pédalant ou au charbon. Mais ça a l'air de tenir. On va essayer de rester là-dessus. Alors, Louis Domingue, pour ceux qui nous rejoignent sur mon podcast pour la première fois, Louis Domingue, c'est un joueur professionnel de hockey, un gardien de but t'as été drafté en 2010, c'est ça? Si je ne me trompe pas, par les Phoenix, Exactement. de Coyotes, les Coyotes, c'est ça? Et en carrière, tu as compté 170 games, 140 games, Disons 150. 150 150. dans la Ligue nationale comme Ok, gardien. 150 dans la Ligue nationale, 150 dans la Ligue nationale. Et en fait, bon, tu as joué pour les Tampa Bay, tu as joué pour Calgary Flames. Aujourd'hui, tu as un contrat à deux volets avec les Penguins de Pittsburgh. Et donc, tu joues dans AHL, qui est la seconde ligue pro de la NHL aujourd'hui. Donc, comment tu t'acclimates? Depuis combien de temps tu es là? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va comme tu veux? Tout va bien. Tu sais, niveau hockey, c'est sûr que rendu à 30 ans, vois-tu, à 30 ans, euh, 29, à 29. 29, bientôt 30, mais le corps à 30 et plus, tu comprends? C'est ça, c'est là où j'allais avec ça, c'est que justement, le corps commence à vieillir plus vite que les gens normaux. Donc, cette année, je le sens un petit peu, mais ça va super bien. Puis j'ai réussi. Tu sais, vois-tu, c'est drôle parce que moi puis toi, on s'est parlé. Je crois même pas que j'avais signé avec les Pingouins quand on Non, s'est parlé. t'avais pas signé, t'avais d'autres projets, je pense, mais on en parlera peut-être à peu près. Je savais pas je savais pas ce que j'allais faire, tu sais, puis j'étais dans un espace mental qui était pas nécessairement solide à ce moment-là. Puis, puis dans le hockey, on se ment souvent, tu sais, on n'a pas le choix, il faut qu'on performe là, puis il faut qu'on se montre fort et tout, tu sais. Donc, pour ça, il faut que tu te mentes à toi-même bien souvent. C'est drôle, mais mon père m'a souvent dit, tu sais, dis à ton cerveau quelque chose, le cerveau, il est niaiseux, il est con, tu sais. Tu lui dis que t'es beau, tu vas te promener dans la rue comme si c'était beau. Tu lui dis que t'es con, tu vas te promener comme un con. Fait que c'est aussi niaiseux que ça. Fait que j'ai appris à me mentir rapidement, puis jeune. Je suis bon là-dedans, tu sais. Je suis bon pour me mentir, je suis bon pour me faire croire ce que je veux me faire croire. Fait que ça m'a été utile, ça m'a été moins utile. Ok. Puis là, je suis dans une pause. Ben, je suis plus dans cette pause-là, mais j'ai été dans une pause où ça m'a été peu utile. Et puis, quand je suis arrivé à Pittsburgh, j'étais dans un état d'esprit où je me disais ne plus vouloir vraiment. Au fond de moi, je ne savais plus si je voulais vraiment compétitionner, tu sais, pour passer au travers
de la grind qu'on appelle là, pour avoir des résultats. Puis j'étais comme, j'arrivais un petit peu, tu sais, j'étais à cheval entre vouloir être là puis vouloir être pas là. Puis ça paraissait dans mes performances, ça paraissait dans ma manière d'être. Puis j'ai passé un bon moment avec le coach de gardien de but de l'équipe. On s'est assis autour d'une bière, puis on a regardé, on a parlé, on a regardé du vidéo des années antérieures, quand que ça allait mieux au hockey pour moi. Puis on a parlé de tout et de rien. Puis on a aussi parlé des aspects techniques d'être gardien de but. Puis ça m'a fait switcher un petit peu mon mental. T'sais. Après ça, j'ai vu que je pouvais appliquer des choses sur ma game, que j'étais capable d'avoir des résultats quand même assez immédiats. Puis j'ai réussi à... Tu sais, souvent, comme je te disais, on se dit des choses, puis on s'oblige de le croire, mais là, j'avais vraiment de quoi de concret sur quoi bâtir, tu sais. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce déclic-là mental, puis ça m'a permis de finir le camp. Tu sais, j'étais déjà rendu, mettons, à mi-chemin dans le camp d'entraînement, puis ça allait pas bien, tu sais. Puis l'équipe, il s'en allait me renvoyer dans la Ligue américaine déjà. OK. Puis quand j'ai eu ce meeting-là, j'ai comme changé ma dynamique complètement, tu sais. Puis j'ai embarqué dans un match en concours. C'était la première fois en 2 ans que j'avais des bonnes statistiques dans un match, que je gagnais un match. Tu sais, je me retrouvais. Ça fait du bien direct, quoi. Oui, exactement. Fait que, c'est rendu là, j'ai eu un autre meeting avec le coach de gardien, puis il dit, il y a une raison pourquoi tu es encore là. Puis il y a eu une discussion autour de la grosse table sur on garde-tu lui ou on garde l'autre pour finir le camp, tu sais, sachant qu'elle allait renvoyer un ou l'autre anyway à la fin, mais pour finir le camp, on garde-tu lui comme troisième ou on garde l'autre? Puis il dit c'est tout à ton honneur d'avoir réussi à changer la mentalité de tout le monde ici. Puis là, tu peux t'en aller la tête haute, tu sais, sachant que tu vas revenir parce que tu fais telle et telle chose comme il faut. Puis à ce moment-là, je me suis dit à moi-même, tu sais, je vais essayer de vraiment tout investir dans moi pour ne serait-ce qu'une dernière fois, tu sais, puis rien laisser sur la table pour voir qu'est-ce qui va arriver. Juste voir qu'est-ce qui va arriver, puis avoir vraiment aucun regret. Alors, Oui, j'ai une belle carrière, 150 matchs, blablabla, tout ça, c'est cool, mais à la fin de la journée, quand je vais mettre les 2 patins dans le rack, là, est-ce que je vais me coucher le soir et je vais dire « Ah, j'aurais-tu pu en donner un petit peu plus? » Ou j'ai vraiment tout donné, tu sais. Fait que j'essaie vraiment, là, tu sais, j'ai pas bu d'alcool depuis, ça fait maintenant presque 3 mois. Juste, tu sais, tu y vas, le tout pour le tout, c'est le dernier rodéo, tu veux y aller à 110%, quoi. Tu te donnes la chance de bien faire. c'est ça. Puis on pratique à 10h30, j'arrive à 7h30 à l'Arena, tu sais, je mets du temps dans ma mobilité, je mets, tu sais, des choses que je faisais pas nécessairement avant. Je travaillais fort, je travaillais pas bien, tu sais. Fait que là, c'est ça. C'est là que je suis là. C'est quand même incroyable que tu me dis ça. Je veux dire, bon, il y a deux choses vraiment qui me frappent. La première, c'est que tu me dis que tu travaillais pas bien. Pourtant, tu travaillais fort. Et aujourd'hui, tu travailles bien. C'est-à-dire que tu travailles plus juste, plus dans le détail, plus à l'écoute de ton corps. C'est quoi? C'est un mélange de tout ça? Je pense que c'est plus. C'est un travail honnête. C'est un travail honnête, tu sais. J'ai réussi à établir un genre de barème qui me dit OK, là tu es en train de bien travailler. Puis je sais tout de suite si je commence à dériver. Là, je suis capable de me dire regarde, tu sais, si tu n'es pas capable d'être honnête envers ton barème, là, ce que tu dis, si tu n'es pas capable de vraiment faire ce que tu dis que tu vas faire, tu es en train d'échouer là, ton Mentir à plan. toi-même. C'est quoi les indicateurs qui te disent que tu te mens à toi-même ou que t'es pas bien? Comme tu dis que t'es pas bien. C'est quoi les indicateurs qui te disent que t'es pas bien? Ben, tu sais, au hockey, c'est différent un peu que dans d'autres sports. Là. Comme gardien, c'est comment que j'approche un lancer dans une pratique, tu sais. Je sais pas, c'est la manière que j'implique mon corps dans le lancer. Dans un sens que si je suis pas en train de travailler honnêtement, mon corps est plus en arrière que si je suis en train de travailler honnêtement, je suis impliqué dans le lancer, tu sais. Faudrait gauler pour comprendre. Il faut vraiment, c'est la position de gardien de but, elle doit être en général plus sur l'avant.
C'est ça que tu es en train de me dire, tenir plus vers l'avant, et que mentalement, quand tu es déficient, tu as tendance à vouloir plus baquer parce qu'il y a des contacts, ça vient vite, il y a Ben, des c'est chocs aussi. un désengagement mental à la base. Ok, ok. C'est un peu, si on compare ça dans la vie, c'est un petit peu tu sais, quand tu t'es désintéressé, tu t'éloignes, non? Tu Ouais, sais, ouais, ouais, ouais. un genre de recul par rapport à la situation. Mais moi, ma situation qui arrive 200 fois d'une journée, c'est d'arrêter une rondelle. Il faut que je sois intéressé à la situation 200 fois dans la journée. Tu sais. Et quand quand tu l'es C'est la comme moitié François. Là. tu disais aussi, puis les gens qui nous écoutent, ils vont dire: ah, regarde-le, il est professionnel, il me dit qu'il n'est pas motivé, il a la belle vie. Moi, aujourd'hui, en fait, je suis très excité d'avoir parce que on écoute, puis on voit la vie glorieuse des vedettes de la NHL qui gagnent des millions et des millions de dollars, qui ont grindé peut-être comme tu grindes, mais je n'ai pas l'impression que vous vivez la même histoire et que vous vivez la même grind. Alors quand tu dis que t'arrives à 30 piges et que ça devient difficile, et que tu te demandes si tu vas être capable de grinder ou pas, les gens, j'aimerais que tu aides un petit peu nos auditeurs à se rendre compte de c'est quoi la grind d'un joueur, puis quand est-ce que ça commence. Parce que il y en a pour qui ça commence très tôt, et dans une des premières conversations que j'ai eues avec toi, enfin, la première conversation que j'ai eue avec toi, ce qui m'a frappé en fait, c'est quand tu m'as dit que tu as toujours su que que tu allais y arriver. Que tu rêvais Ouais, pas et que tu as ouais. toujours su que tu allais y arriver. Donc parlons un peu de ça et puis du côté grind, mais du départ. Mais Pour expliquer un petit peu maintenant. je pense que comment moi chacun a sa propre histoire. Je pense que de nos jours, l'histoire que moi j'ai vécue, que tel et tel a vécu, est comme plus applicable à À l'actualité, la réalité d'aujourd'hui? ouais, à la manière que les jeunes sont aujourd'hui. Si tu regardes l'évolution du sport en tant que tel, est différent. Tu sais, fait que je crois pas que les chemins sont pareils de nos jours. Tout le monde doit passer par la graine. Tout le monde doit continuer de la faire jusqu'à son dernier match. Tu sais. Pour faire un parallèle, j'ai la chance de pratiquer avec Sidney Crosby souvent. Puis c'est fou de voir le meilleur joueur au monde, puis de pouvoir dire pourquoi c'est le meilleur joueur au monde. Tu sais, c'est parce qu'il laisse rien derrière. Il laisse rien au hasard. Il travaille le plus fort dans le gym. Il s'alimente. Tu sais, j'avais passé du temps avec lui à Vail, au Colorado, pendant l'instant d'un camp pendant une semaine. Puis si un des autres meilleurs joueurs de la ligue est à côté puis mange un burger, exemple, mais Sidney, lui, il va le regarder, il va vouloir le manger, mais juste de le regarder, c'est pour lui le manger. Il ne touchera pas au burger parce que il ne se permet pas ça. Le meilleur joueur au monde ne se permet pas d'avoir un laps de relâchement dans ça. C'est fou, tu sais. Fait que tu te dis, si lui fait ça, je pense que tout le monde doit passer par la grind à tous les jours, puis ne, jamais se donner la chance de ne pas le faire. Bon, est-ce qu'on demande tout le monde à faire ça? C'est dur à dire. Là. Moi, je ne pense pas que je serais capable de le faire. C'est correct, je suis capable de performer. Peut-être pas à ce niveau-là parce que je ne suis pas prêt à faire tout ça. Sincèrement, je pense que c'est ça qui fait les meilleurs joueurs au monde. C'est qu'ils sont prêts à le faire, pas juste pour se rendre, pour rester, puis pour dominer, puis pour écraser tout le monde. Tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais? Ah ouais. Fait que, c'est ça qui est impressionnant. Puis je suis sûr que tu as côtoyé des athlètes comme ça que tu t'es dit, tu sais, comme, pourquoi que c'est les meilleurs? C'est pour ça. Tu sais. Pourquoi que moi, je ne suis pas le meilleur? C'est parce que je ne le fais pas tous les jours. Ok, t'es assez honnête quand même pour dire ça, mais tu fais quand même partie des meilleurs joueurs de hockey canadiens. T'es un joueur qui a roulé sa bosse, t'as joué quelques matchs, quand même, quoi. T'as une belle carrière. J'en ai quand même fait plus. Si on parle de ma propre grind, c'est que j'en ai quand même fait plus que celui qui était côte à côte avec moi à 15 ans, mettons. Puis la même chose rendu à 19 ans. Lui, il est parti. Il y en a un autre. Un Lui, il autre est qui parti. arrive. Il y en a un autre. Lui, il est parti. Fait que j'ai quand même fait plus que le gars à côté de moi jusqu'à temps que j'arrive dans la crème de la crème. Que là, il faut que tu te compares à le reste de la planète. Mais là, tu fais comme, OK, il y en a que pendant que moi, je faisais ça, ben, en faisant un petit peu plus. Puis il y en a aussi qui
qui sont, ils sont physiquement gâtés par la vie aussi, là, tu sais. Je veux dire, tu regardes Connor McDavid, qui est un autre des meilleurs joueurs au monde, c'est pas le meilleur joueur au monde en ce moment. C'est pas le gars le plus physiquement musclé puis tout ça, tu sais, mais il y a un don du ciel qui a fait que c'est un patineur rapide. Tu sais, je veux dire, il y a une explosivité qu'il crée qui est née avec ça. Je veux dire, je peux faire de l'entraînement en power pendant 5 ans en ligne, je ne réussirai pas à faire avoir l'explosion qu'il a. Puis Il a un lui, potentiel physique qui est au-dessus de la moyenne, un peu comme un LeBron James ou d'autres gars dans d'autres sports, quoi. ah, exactement. Fait Ok. que, moi, comment que ça s'est passé quand j'étais jeune, c'est que j'ai commencé très tard à jouer au hockey. Très, très tard même. J'ai commencé à 8 ans. Et gardien tout de suite? Non, à l'attaque pour ma première année. Puis mon gardien de but, cette année-là, euh, s'était cassé le doigt. Puis j'avais dû le remplacer parce qu'on cherchait quelqu'un pour remplacer. Puis je disais, je vais y aller. Mais moi, j'attrape du côté non traditionnel. Donc, il a fallu que j'aille me procurer mon propre équipement. Fait Côté que, droit, c'est ça? ouais, de la main droite. Ok. Donc, maintenant que j'ai mon propre équipement, ben là, je vais continuer de jouer. J'aime ça. Puis, j'étais pas mal bon. Fait que l'année d'après, j'ai gaulé. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à gauler. Fait qu'à 9 ans, j'ai commencé à gauler. Puis, écoute, j'ai évolué dans le hockey. J'ai trouvé une passion là-dedans au point tel que c'en était une obsession. J'arrivais de l'école, je sortais mon filet sur mes épaules, je descendais ma petite côte avec mes rollerblades, puis je mettais le filet dans le but, excuse-moi, le but dans la rue. Puis il ne bougeait pas de là jusqu'à temps qu'il fasse noir, puis je patinais, puis je shootais, puis je m'amusais, puis j'étais tout seul dans la rue là, complètement. Euh, Puis ma rue, c'est un cul-de-sac. Au bout du cul-de-sac, c'est une école secondaire. Fait que les autobus, les autos, tout, ils contournaient mon but. J'ai jamais tassé mon but. Puis, on pensait de fil d'une histoire à l'autre, là, mais quand j'ai joué mon premier match dans la Ligue nationale, à Montréal, contre le Canadien. Alors attends, avant de me lancer ça, parce que écoute, Louis, je fais ma petite enquête, je lis mes documents, je lis mes trucs. Le mec, le Québécois, qui vient du Mont-Saint-Hilaire, c'est ça? Ok. Qui a joué à Saint-Jean-sur-Richelieu. Premier match de la Ligue professionnelle, tu vas jouer contre le Canadien de Montréal. Écoute, c'est incroyable. Et en plus, tu gagnes. C'est incroyable. Non, ben, on va en venir à ça. C'est sûr que je vais t'en parler de ça, mais c'était quelque chose d'assez. Ouais, c'est mémorable. C'est dur à déloger dans les meilleurs moments. Mais tout ça pour dire que cette journée-là, quand j'ai joué, euh, le, le chauffeur d'autobus qui dépassait mon filet tout le temps, il a arrêté devant chez nous, chez mes parents, parce que je ne demeure plus là, évidemment, mais mes parents demeurent à la même place. Il a arrêté là, il a débarqué, il allé cogner à la porte, puis il a dit à mes parents, tu sais, ça a valu la peine de contourner son but pendant toutes ces années-là. Waouh. Ça pour dire que si on retourne à ma jeunesse, c'est que j'ai joué au hockey matin, midi, soir. Dans mes rêves, j'en mangeais. Puis à la base, ce qui carburait ça, c'était ma passion. Fait que j'ai joué tout le temps l'été. Je tripais, j'avais du fun. Puis jusqu'à temps que je vienne à l'âge que je me suis vraiment dit, tu sais, OK, il y a de quoi à faire, tu sais, je suis capable je me vois, je me compare, puis je vois que vraiment, tu sais, on y pense tout quand on joue une Ligue nationale, on y croit tout jusqu'à un certain moment. Moi, j'ai juste jamais arrêté d'y croire parce que, veux pas, ce qui était devant moi me montrait que j'avais un potentiel pour dominer mon groupe d'âge dans ma région, mettons. Mhm. Fait que dans le Bantam, j'ai été. Ça, c'est à l'âge, mettons, 14 ans. Ça, ça a vraiment bien été. Après ça, c'est là que j'ai commencé à en faire un petit peu plus les autres. Je disais, OK, eux font ça, ben moi, je vais faire ça plus ça. Tout le temps, là, mon objectif, c'est d'en faire un petit peu plus. Un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus là, un petit peu plus là.
Je commençais déjà dans ma tête, faire des sacrifices, euh, me coucher de bonne heure, commencer à mieux manger. Tu sais, dans ce temps-là, on n'avait pas les outils que les jeunes ont de nos jours. Les jeunes ne s'entraînaient pas. Les jeunes n'avaient pas de nutritionniste. Il n'y a rien de ça. Maintenant, les jeunes s'entraînent déjà à cet âge-là. Ils sont même avancés là-dedans. Ils ont des nutritionnistes, ils mangent, ils boivent des choses que nous, on n'avait pas accès dans le temps. Fait que, tu sais, c'est dur de se comparer avec la prochaine génération. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'était de même. Puis je faisais hors glace des choses que les autres ne faisaient pas. Puis je prenais des décisions déjà matures par rapport à mon sport. Puis après ça, à 15 ans, quand je suis arrivé dans le midget, je m'étais fait retrancher de mon équipe de régionale dans la meilleure ligue. Puis je me suis fait prendre dans une autre équipe. Fait que j'ai dû, à 15 ans, aller habiter dans une famille de pension pour jouer dans la ligue la plus forte au Québec. Puis ce qui a été une belle récompense en bout de ligne parce que avoir fait l'équipe où dans ma région, j'aurais pas joué autant de matchs. Qui sait ce qui serait passé après? Parce que cette année-là, j'ai joué comme premier gardien de but avec une des meilleures équipes dans la ligue. Gagné un record de victoire pour une recrue. J'ai été repêché en première ronde. Puis c'est vraiment cette année-là que je me suis dit, tu sais, là, Let's go. je vais jouer. Là. Je sais que je vais jouer. Parce que, encore une fois, je me comparais. Puis j'avais une mentalité comme Sidney Crosby, si on veut. J'en faisais plus que tout. J'avais pas rencontré d'embûche vraiment encore. Puis je me suis repêché en première ronde à Moncton. J'ai joué à 16 ans à Moncton, à 900 km de chez nous, à 16 ans, dans une famille de pension anglaise. J'ai Puis entendu parler de ce ville, ouais. c'était C'était tough. c'était un ajustement, mais c'était pas tough pour moi parce que je faisais ce que j'aimais, puis j'étais où je voulais être, tu sais. Fait que j'avais pas joué beaucoup de matchs cette année-là. Puis écoute, ça a été j'ai fait les trucs d'équipe Canada, puis tout ça, les championnats moins de 17 ans, moins de 18 ans, dans lesquels on a gagné la médaille d'or. J'étais le premier gardien des moins de 18 ans. Puis à ce moment-là, ça devient comme c'est le c'est vraiment le showcase pour montrer aux recruteurs. C'est comme ta première danse avec les recruteurs de la Ligue nationale. Tu sais, il te voit être dans le junior parce qu'il évalue les gars d'un an plus vieux que toi. Mais là, c'était vraiment. Ils ont repêché les joueurs de cette année-là. Là, ils nous regardent pour la prochaine année. C'est la première fois que tu te fais vraiment évaluer pour ton repêchage de la Ligue nationale. Puis vraiment tout cassé. Fait que, tu sais, je me positionnais vraiment premier gardien de but au monde de mon âge. Fait que, tu sais, tous les efforts que j'ai mis m'ont positionné premier gardien de but dans le monde, de mon âge. Bon, j'ai réussi à accomplir ça. Mais là, pour moi, c'était pas assez. Je voulais être repêché premier joueur au monde. Ça, c'était dans ma tête. J'avais vraiment des grosses ambitions dans ce temps-là que, tu sais, c'était ça que je voulais faire. Fait que, c'est sûr, j'ai eu un reality check pas mal. Là, rendu là, quand je suis retourné pour la saison, parce que ça, c'est l'été, mais quand je suis retourné pour la saison, ça a fait en sorte que, à la minute, là, il y en a d'autres des bons joueurs, puis c'est dur d'accomplir ça. T'sais. Fait que j'ai été échangé à Noël parce qu'ils Moncton ont reçu leur gardien de but numéro 1. J'ai été échangé au Rempart de Québec. Parce qu'eux autres, Moncton allait pour la coupe, fait qu'ils ils sont pactés une équipe de vieux joueurs, puis ils ont envoyé les prospects à d'autres équipes en échange. Puis je me retrouvais à Québec avec les Remparts, puis Patrick Roy. OK. Fait que là, ça, c'était ma première embûche dans ma carrière. Ah. Parce que Patrick Roy, c'était pas ce que je pensais que ça allait être. Je l'ai pas entendu. Il était très, 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 très dur avec moi. Puis bon, je me suis fait repêcher quand même cette année-là en 5e ronde. C'était loin de mon objectif de premier joueur sorti. 138e, j'ai sorti. Ouais. Mais sorti pareil. 12e gardien de but au monde, j'ai sorti cette année-là. Là, dans le repêchage, donc, j'ai passé vraiment listé premier gardien de but à 12e. Puis ça a été comme le début des aventures plus dures parce que
après ça, quand je suis. Après mon stage junior, qu'on peut éviter parce que c'est vraiment. Tu sais, ça sert à rien. On veut parler de positif, ça sert à rien de parler de niaiserie comme. Je pense même pas que tu es intéressé par ça dans un Ben sens. non, mais écoute, si tu penses que c'est une épreuve qui t'a aidé à être meilleur derrière, je veux que tu partages, ça c'est important. Parce que c'est vrai qu'on parle de succès, mais tu dis que t'as pas trop d'embûches qu'à tel âge, et c'est vrai que c'est ce que tu décris, mais derrière le retour à la réalité, les trades, tu rentres dans cette équipe avec cet entraîneur qui est plus dur que prévu avec toi, ça fait partie des choses qui t'ont renforcé, qui t'ont permis aussi d'avancer, non? Euh, il y a être dur, puis il y a être pas fair, tu sais, que ça devient quasiment de harcèlement mental, là. Ça, c'est plus dur, là. Au jour le jour, tu sais, à un point tel que l'accumulation jusqu'à la fin de l'année, de se faire au jour le jour, tu sais, rentre travailler à la Caisse des Jardins, puis ton gérant de banque, à tous les jours, il dit que t'es un pas bon, puis ci, puis ça, là. Tu retournes chez vous, tu te relèves le matin, tu reviens à la banque, tu te fais crier des affaires, tu retournes chez vous, tu te lèves le matin, tu reviens à la banque, tu te fais engueuler, tu retournes chez vous, chaque jour. Puis non seulement il le fait devant, il te le fait à toi, mais il le fait devant les autres, puis il le fait dans les médias, puis il le fait, tu sais, fait que tu t'en sors jamais, c'est un trou sans fond. Fait que la saison finit là. Est-ce que Patrick Roy, vous vous êtes reparlé après ça? Vous avez rediscuté? Ou plus jamais? Éventuellement, oui. Euh, en fait, quand mon stage junior a terminé, le lendemain qu'on s'est fait éliminer, les Coyotes m'ont rappelé parce qu'ils étaient en séries éliminatoires encore. Ok. Puis ils m'ont rappelé comme troisième gardien de but avec eux autres pour finir l'année. Fait que, tu sais, c'est dans le fond, troisième gardien de but, tu fais des pratiques, puis tout ça, puis tu suis l'équipe sur la route. Puis ça a été mon premier vraiment avant-goût de la Ligue nationale. C'était vraiment trippant. Fait que j'ai jamais eu de closure avec les remparts, tu sais. J'ai jamais eu de OK, bye-bye, félicitations pour ta belle carrière junior. Félicitations pour nous représenter dans la Ligue nationale, les remparts. Félicitations pour t'être fait rappeler. J'ai jamais eu de ça, là. Rien. Silence. Fait que là, cet été-là fini, puis je deviens finalement pro. Tu sais, j'ai mon contrat avec les Coyotes de 3 ans, je deviens pro. Je m'en vais au camp, je me fais couper, je m'en vais au camp dans la Ligue américaine où je suis en ce moment, je me fais couper, je me renvoie dans la Ligue en dessous. Puis, bon, là, pour la première fois de ma vie, je suis un professionnel, il n'y a personne qui me dit quoi faire le soir, il n'y a personne qui me dit quoi faire à l'aréna, je ne me fais pas engueuler, je ne me fais pas, je vais juste jouer au hockey. Hey, le gars qui se voyait être le premier gardien au monde a disparu pendant les 3 années après parce que je me faisais dire que je n'étais pas bon à tous les jours. Fait que c'était plus la même personne quand je suis rentré junior que quand je suis sorti. Mais quand je suis retourné quand je suis arrivé dans le professionnel, j'ai joué mon premier match en Floride. Euh, je pense qu'on perdait 4-3 après la première période en Floride. Puis le coach m'a laissé dans le net. Fini la game, on a gagné 7-6. Là, j'étais là, tabarnouche. Hey, moi, là, je donnais 2 buts. Toute ma carrière junior, tu donnes 2 buts rapides, t'étais out. Là, pas Et là, deux il buts te rapides. garde. Là, il me garde dans le but. À la fin de la game, je vais le voir. Je dis, hey, merci de m'avoir gardé dans la game, tu sais, puis de m'avoir donné une chance de me battre puis de gagner ce game-là. Tu sais, ça fait du bien. Il dit, Louis, tant que tu en donnes un de moins que l'autre, je suis content. Et pouf, tu sais, hey, je peux être enfin moi-même. Fait que je suis revenu au même gars, motivé, mais là, j'avais vraiment, tu sais, j'étais là, puis j'avais vraiment une pente à remonter, tu sais, pour revenir où je devais être dans mon cheminement où je me voyais à 16 ans, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai travaillé, fini, j'ai joué toute l'année dans cette ligue-là. Ça a bien été, j'ai eu du fun. J'avais hâte pour la première fois de ma carrière à jouer en série. En dedans de moi, je sentais que je pouvais emmener mon équipe loin des séries, etc. Tu sais, je me revoyais, là, ça commençait, tout Tu as ça. commencé à rêver un petit peu. C'est ça. Là, après ça, l'année d'après, j'ai été dans la Ligue américaine. Là, tu sais, j'ai commencé à jouer. Je me suis fait rappeler. L'année d'après, j'ai joué encore dans la Ligue américaine. Je me suis fait rappeler dans la Ligue nationale. Tu sais, j'ai goûté pour la première fois à la Ligue nationale. Euh, j'ai comme fait, OK, là, je suis capable de jouer dans cette ligue-là. J'ai joué dans la Ligue nationale. Mon premier match à Montréal, qui était complètement sensationnel. Tu sais. Je me rappelle, je m'étais fait rappeler
On jouait à Manchester. Ça, c'est au Massachusetts, je pense. Ouais. Ça, c'était un vendredi. J'ai gaulé à Manch. J'ai pris l'autobus 2 heures pour aller à Boston. J'ai dormi là. Le lendemain, à 5 heures du matin, j'avais un vol parce qu'on jouait à 3 avec les Coyotes de la Ligue nationale. On jouait à 3 heures de l'après-midi à Ottawa. OK. Fait que là, j'ai pris un vol jusqu'à Ottawa. Je suis arrivé, je me suis fait habiller tout de suite en arrivant. Euh, J'étais sur le banc. Le goaler, il n'a pas bien joué. Il m'a embarqué dans le net à Ottawa. Je venais juste d'atterrir. Il m'embarque dans le net à Ottawa. Fait que je goûte à la Ligue nationale. Puis le lendemain, on joue à 1h de l'après-midi à Montréal. Journée du Super Bowl à 1h de l'après-midi le lendemain. Oh. Fait que j'ai joué à Manchester vendredi, à Ottawa le samedi. Puis le lendemain à 1h, j'arrive à l'hôtel le soir du samedi au dimanche. Puis le coach dit hey, demain, c'est toi qui go. Un game dans la Ligue nationale à Montréal. Une histoire rapide, là, à Montréal, quand tu joues à Montréal puis que tu es un Québécois comme moi. Hey, je peux t'avoir un billet? Hey, je peux t'avoir un billet? Hey, je peux t'avoir un billet? Hey, Toute ta famille, tous tes amis. Hey, je veux dire, tout le monde de même. Fait que là, moi, j'envoie des billets, des billets, puis tu sais, on les paye. Fait que ça a coûté un bras. Hey, je pense on était une soixantaine, mais il y a aussi du monde, tu sais, qui en avait des billets de saison, puis ça, mais heureusement que la game était à 1h de l'après-midi, puis que j'avais pas eu le temps de réfléchir, puis je suis juste à l'aréna, j'ai joué, puis la game n'a pas bien commencé, tu sais, j'embarque dans le net, le Canadien score 2 buts rapides. Puis là, je suis dans le but, là, puis je me dis, je me rappelle, je regardais la glace à terre, là, après le deuxième, je me dis, hey, c'est-tu vraiment fait pour moi, ce ligue-là? Je suis peut-être pas, je suis peut-être pas à bonne place, là. Ça se peut, là. Des fois, tu te dis, crème, wow, c'est pas assez bon pour jouer dans ce ligue-là. On va être honnête, là. Là, à un moment donné, j'ai dit, hey, là, fuck off, tu sais. Tu te retrousses les manches, tu mets tes bottes, puis tu passes au travers. Puis là, je finis la période, on perdait 2-0. Puis entre la 1 et la 2, je me suis parlé et j'ai dit hey là, regarde, on a réussi à passer au travers de la première. On y va, puis on donne tout. Fini par gagner la game 3-2. Fait que, tu sais, c'est con, là, mais la Ligue nationale, il te donne une chance, tu n'apprends pas, next. Bon, c'est mort. Ouais. Et toi, tu l'as pris ce jour-là, à domicile, tu joues contre ton équipe, à Canadien de Montréal, t'es de la région, ta famille est là. C'est sûr que derrière, il y a dû avoir un gros battage médiatique, je pense, non? Par rapport à ce match, à ce résultat? J'étais un petit peu à l'écart de ça avant le match. Ils m'ont pas impliqué là-dedans, mais après, ça a été un petit peu une foire médiatique, c'est sûr. Mais c'est surtout de sortir de l'aréna après avoir gagné, puis que tous tes amis, familles sont là, tu sais, Ça me touche beaucoup. c'est ça qui était... Ça me touche beaucoup, ça, Louis, parce que, tu sais, moi, en natation, euh, bon, mon parcours a été semé d'embûches, c'était difficile. Bon, on a réussi à faire des trucs corrects. Mais j'ai jamais eu la chance d'avoir mes parents, mon père, ma mère, mon frère, tout le monde en même temps. Tu vois, je t'en parle, puis ça me touche. Ton histoire, elle me touche direct. Elle me touche direct parce que j'imagine à quel point tu as pu te sentir fier, heureux de pouvoir partager ce moment-là avec les tiens. Et moi, tu sais, bon, mes premiers Jeux Olympiques, c'était Sydney. Mon frère était là. D'ailleurs, s'il nous regarde, salut Yvan. Mon frère était là et Yvan, je savais qu'il savait qu'il regardait. Il n'avait même pas pu avoir de billet pour entrer, pour regarder la course. Donc, il a regardé dans un bar. Il a vu la course en direct dans un bar. Mais le fait qu'il soit déplacé juste lui en Australie pour venir regarder son frère aux Jeux Olympiques, ma mère que j'avais mis dans mon appartement parce qu'elle n'avait pas le câble à l'époque, elle venait chez moi pour regarder le truc, pour regarder la course, je savais qu'elle s'était levée à telle heure. Rien que ça m'avait touché de fou. Mais j'avais toujours rêvé de pouvoir vivre ce que tu viens de décrire, pouvoir partager ce moment-là. Et j'imagine que ça doit rester dans ton top 3 de la ligue professionnelle ever, ça, c'est pas possible. Top 1. C'est indélogeable. Puis j'imagine avoir gagné la Coupe Stanley, Ouais, j'aurais un top 1 là, parce que c'est aussi quelque chose que tu vis en gang. Mais effectivement, c'était. Tu sais, je suis chanceux parce que tout le monde joue un premier match. Et moi, j'ai pu jouer contre le Canadien. Tu sais. Ça m'a donné accès à avoir ma famille, mais aussi mes amis. Puis aussi, peu importe, mon prof de secondaire que le samedi, lui, écoute le Canadien. Ah,
tabarnak, chez Louis Lennett, tu sais. Si Wow. j'avais joué contre Columbus, il n'aurait jamais vu ce match-là, puis ça aurait été dans le journal, peut-être qu'il l'aurait vu le lendemain, mais il a pu assister à ça, puis partager ça, puis ici, puis ça. Puis ça avait été cool, là. Puis les Canadiens m'ont fait une... Tu sais, je méritais probablement pas une étoile à ce match-là, mais ils m'ont donné la 3e étoile, les Canadiens, puis Wow. de sortir, puis d'entendre tout le monde qui était là dans le building pour m'encourager, ben, c'était cool. T'as été bien reçu par le public? Super. Ouais. Super. Ah oui. Le monde à Montréal, il apprécie les Québécois, tu sais. Et le côté track, t'as quel âge là quand tu rentres là sur la glace à cet âge-là là? 23 ou 24. Bon, t'as quand même roulé ta bosse, mais c'était comment l'émotion là, au moment où tu rentres sur la glace, puis tu sais que tu vas jouer, puis la game elle commence, puis ça s'en vient vite en solide. Blackout. C'est un événement, honnêtement, blackout total. Tu m'as plus. Alors, ta première game, c'est un high d'adrénaline. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est ça qui est la différence entre. On entend souvent que dans la Ligue nationale, c'est tellement dur de rester. C'est pas si dur que ça, entre guillemets, de se rendre, mais de rester, c'est dur, là. C'est tellement tough, puis je le vis à tous les jours encore. C'est comme. C'est vraiment, vraiment dur. Puis c'est parce que, tu sais, on voit souvent les gars ils vont sur des runs en arrivant parce que tu joues avec une adrénaline. Tu penses pas, tu sais, tu joues avec l'adrénaline, puis tu as des bons résultats. Puis quand l'adrénaline tombe, puis que tu te rends compte que c'est un quotidien, ça devient un quotidien pour toi comme une job de 9 à 5, c'est là que le challenge arrive vraiment, tu sais, en tant que professionnel. Est-ce qu'on peut dire que, bon là on a commencé en discutant c'était dur de relancer cette année, tu te demandais si tu allais pouvoir rejouer un an ou pas, tu avais peut-être d'autres projets, bon là ça se représente, mentalement tu étais un peu au fond du trou, tu te rebâtis un petit peu différemment en transformant un peu ton travail effort. J'aimerais ça revenir là-dessus, tu me rappelleras si j'oublie le travail effort parce que je pense qu'il y a un malentendu par rapport à ça. D'ailleurs, je vais l'aborder tout de suite. Moi, je suis entraîneur de natation, comme tu le sais. J'entraîne des athlètes d'élite aujourd'hui. Et s'entraîner fort, je pense que c'est quelque chose, c'est la norme. Tout donner, travailler fort, pour moi, c'est la norme. Ce qui fait la différence entre le travailler fort et le travailler fort, si je peux me permettre, c'est le sens du détail et les intentions que tu vas donner à ton travail. C'est tout C'est ça exact. la qualité. Absolument. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de prendre conscience de ça et de se responsabiliser par rapport à ça. Surtout. Je pense que la clé du sport de haut niveau, c'est la responsabilité que l'athlète s'accorde à l'égard de sa discipline. Quand il prend ownership et qu'il est responsable, je pense qu'il y a là qu'il y a des belles choses qui arrivent. En général, et cette partie-là, elle est très intrinsèque. C'est pas vraiment donné, enfin, c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai pas connu énormément d'athlètes qui étaient capables d'être comme ça. De les amener, les aider dans le cheminement, c'est pas simple. Mais ça, c'est l'étape qui amène beaucoup à devenir des athlètes d'un autre calibre. Et t'entendre me dire qu'à 29 ans, après avoir découvert toutes les formes de travail fort, et tu t'as pas essayé, t'as grindé, donc tu as essayé de t'améliorer de façon différente. Et là, tu me dis que cette année, tu es une coche de plus dans le détail, tu es une coche de plus dans la précision, tu es une coche de plus dans l'investissement, tu es aussi à l'écoute de ton corps un peu plus, j'imagine. C'est quand même incroyable. Tu sais, je pense que c'est l'expérience aussi parce que Bah, tu progresses. de zéro, excuse-moi, de ma première année pro 20 ans à 25, on me disait, il faut travailler fort, il faut travailler fort, faut travailler. OK, mais je pense que je travaille fort, moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi travailler fort? Parce que je comprends Exact. pas. Clairement, je comprends pas, tu sais. Parce que moi, dans ma tête, je travaille fort, mais non. Puis à 25 ans, il y a un autre coach de goaler en Arizona qui m'a vraiment appris à le sentir. Parce que pour moi, là, je sais pas si tout le monde c'est pareil, mais pour moi, il faut que je le sente. Ouais, Tu sais, une question de feeling, c'est une question de feeling. Peux-tu le nommer, ce gardien, cet entraîneur? oui, c'était John Elkin, qui est né à Montréal, parlait un beau français brisé, mais parlait un français. M'a aidé excessivement là, dans mon cheminement en tant que gardien. Puis à ce moment-là, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui me montre, qui m'apprenne à comment l'évaluer. Ça, c'est quoi travailler fort. Tu sais, puis
encore une fois, à chaque fois que tu réussis, tu établis t'établis un barème, tu établis Un autre un critère. que les gens vont s'attendre à ce que tu atteignes, puis toi-même d'ailleurs. Puis, tu sais, il m'a appris à amener ce standard-là à un certain niveau. Ce que j'ai soutenu, bien malgré les embûches, puis tu sais, ce qui était bon, c'est que je pouvais toujours retourner là-dessus, tu sais, dans les moments tough, ce standard-là. Puis ça me permettait de me relancer. Puis quand que ça a moins bien été en Arizona, vers la fin, en Arizona, je me suis fait retrancher. Puis je me suis retrouvé avec l'organisation du Lightning qui m'a envoyé des mineurs. Je savais que j'allais revenir au top parce que j'investissais dans moi tellement, tellement fort, tellement bien. Puis je travaillais bien et fort. Puis j'étais conscient de mes choses que je savais que j'allais revenir. Puis quand je suis revenu, bien, ça a été super bien à Tampa. Puis j'étais reparti, tu sais, jusqu'à temps que j'ai une autre embûche. Puis euh, euh, que là, je me suis retrouvé à reprendre un dip. Mais je me suis retrouvé au New Jersey, Vancouver, Calgary dans la dernière année et demie, Mhm. elle a été un temps où que, bon, on le sait avec le COVID, le ci, le ça, le voyagement, changer d'équipe en équipe, voyager ma petite famille de 4, d'équipe en équipe, de ville en ville. Euh, bonne game, mauvaise game, mauvaise game, mauvaise game, bonne game, mauvaise game, up, down, les swings émotionnels, tout ça, des contrats, courir après sa queue pas mal, tu sais. Fait que ça m'a démoralisé au point que ça affectait mon travail. Puis, tu sais, dans ma tête, je me disais que je travaillais bien, mais vraiment, je travaillais pas bien. Puis mes performances en ont vu. Fait que cette année, c'est là que j'ai réussi à refaire le reset, tu sais, que j'avais déjà fait à 25. Tu as l'air quand même super jeune, hein, je veux dire, tu regardes ta carrière, je t'écoute comme ça, parce qu'on a survolé ça quand même rapidement, mais tu te fais drafter, il y a des années de préparation pour revenir un petit peu dans la ligue, tu es dans la ligue, ça se passe bien, tu ressors, reviens, bam, on est déjà au Covid. Et là-dedans, tu rajoutes un truc qui est important, c'est l'aspect familial. C'est-à-dire qu'en plus, tu as une femme, tu as 2 enfants. Parle-moi un petit peu de la gestion de tout ça avec ta vie de gardien. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Si ça a pu être quelque chose dans lequel tu as pu puiser pour t'accrocher ou ça a été plutôt très très difficile par moment parce qu'il te manquait, parce que t'es sur la route tout le temps. Des fois, je discutais tout à l'heure avec un collègue qui me disait que bah, rendu dans les ligues hors de la ligue de la NHL, c'est pas toujours tapis rouge, hein. Ah, c'est du luxe. C'est pas du luxe. Donc c'est quand même pas du luxe du tout. Parlons un petit peu de cette partie-là. Ben, c'est tough. La partie famille est tough parce que eux doivent s'adapter à mon style de vie. Tout le monde doit s'adapter à ce que papa fait parce que c'est moi la vache à lait de la famille. Moi, c'est moi qui produis pour la famille. Puis eux, ils mettent leurs choses de côté pour me suivre de ville en ville. Puis euh, oui, la Ligue nationale, si tu regardes ça en son entièreté, c'est glamour pas à peu près. Puis il y a des joueurs qui l'ont facile, qui ont des contrats de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis qui restent à la même place pendant 8 ans. Eux sont chanceux, puis il y en a la majorité de l'équipe. Mais l'autre minorité, eux, c'est des gars comme moi qui ont des contrats d'1 an à 2 ans. 2 ans, c'est un luxe pour nous. C'est du temps acheté, ça, qu'on a rarement. Bien souvent, c'est des contrats d'1 an. Des fois, tu es sur des contrats à 2 volets, comme je suis en ce moment, où je peux monter, descendre, monter, descendre. Quand je jouais en Arizona, la Ligue américaine était à Portland, Maine. Pour nos Québécois, c'est Old Orchard. Ça. Ouf. Phoenix, c'est à 6 heures d'avion de là. Si j'emmène ma famille à Portland, Maine, puis qu'il faut que j'aille jouer 1 mois en Arizona, puis je redescends ici, puis ça, c'est fou raide, là, tu sais. Tu peux pas faire... Comme vois-tu, cette année, là, un moment donné, ma fille est rendue à 5 ans, elle est rentrée en maternelle. Ils sont restés au Québec, là, parce que ça prend de la stabilité à un moment donné. Je peux pas leur demander de me suivre dans mes foleries. Plus maintenant. Ouais. Ils l'ont fait, mais là, c'est un autre type de tough parce que je les vois pas aussi souvent. Mais vois-tu, rendu à 29 ans, l'équipe sont conscients de ça, puis ils me donnent des breaks
Ils vont me donner une journée de congé de plus ou après une game, je peux retourner au Québec voir ma famille parce que je suis assez proche pour le faire. Mhm. C'est 6 heures de tour, je vais voir ma famille 2 jours, je repars, mon petit gars pleure quand je pars, je reviens Ah, ici bah, aïe, 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 aïe. pendant 2 ou 3 semaines, je retourne les voir ou eux viennent me voir. C'est ça la réalité de Alors, j'ai pas vécu ce que toi tu vis parce qu'on n'est pas sur la route tout le temps. Nous, comme entraîneurs, c'est-à-dire que plus on s'élève vers le haut niveau et plus on est amené à partir. Tu vois, bon, là présentement, je me retrouve, vous parler de cette saison. J'ai la chance, avoir la chance d'aller au championnat du monde au mois de décembre avec une nageuse. Ça, c'est un petit voyage de 10 jours. On va aller aux Émirats Arabes Unis. Mais après, au mois de janvier, on va aller en camp. Un autre 3 semaines. Après, on va repartir en compétition. Un autre une semaine. Puis ça s'arrête pas. Ça continue. Les quarts, les stages, et plus ça avance, et plus tu en as. Et forcément, tu vas pouvoir accompagner tes athlètes. Donc, si tu as l'opportunité de pouvoir le faire, ben, tu es forcément parti. Je pense que la pire saison que j'ai fait à date, j'ai dû partir 5 mois sur 12 ou 4 mois et demi sur 12. Ce qui est rien par rapport à d'autres, ce qui est rien par rapport à ce que tu peux vivre. Mais le truc qui me touche, c'est le gamin qui pleure. Papa qui est enfin, le gamin qui est enfin capable de parler et qui te dit papa, je t'aime, papa. Oh my god, lui, il était comme. C'est la première fois qu'il me fait ça, puis tu sais, ma femme qui m'envoie une photo de mon petit gars en train de pleurer, là. Tabarnouche, tu sais, comme, qu'est-ce que je fais? Ça te fait poser la question, là, Ça qu'est-ce que je touche. fais ici, tu sais? Est-ce que je continue pour voir jusqu'où ça peut aller, tu sais, puis il y a l'aspect d'argent aussi qui est important, tu sais, Mhm. c'est correct. Ou bien, tu sais, ben, je vois mes enfants grandir pour vrai, pas au travers d'un écran. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, mais moi, je te pose la question. Ton fils a. Quand ça va Vas-y. être le temps, ça va être le temps pour ton fils de partir, si jamais il fait du sport de haut niveau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'encourager. Ah, moi, je vais l'encourager dans sa passion. Et ça Peu fait importe partie ce du qu'elle est. bagage qui vient avec le truc, quoi. Peu En fait. importe ce qu'elle est. Vois-tu, mon père, moi, il partait pendant des 6 mois de temps quand j'étais jeune. Il est caméraman, réalisateur, il allait faire un tournage peu importe où qu'il allait, en Égypte pendant 6 mois. Et quand il revenait, j'avais ma balle puis ma mythe de baseball à Dorval, tu sais, puis j'attendais. Du coup, on se pitch la balle quand t'arrives, man, tu sais. C'était... j'ai grandi dans un environnement où j'étais habitué de voir les gens que j'aime s'en aller, puis revenir, puis partir, puis Ok. c'était correct. On s'était habitué de même. Puis ça a fait de moi quelqu'un de froid en soi parce que j'ai pas besoin de rapporter ma journée à quelqu'un à tous les jours, tu sais. Puis je côtoie plein de gens dans une équipe de hockey, puis j'en vois qu'ils vont parler à leurs parents tous les jours. Mais moi, j'ai jamais eu à faire ça. Fait que c'est pas dans moi. Fait que, donc, je le fais pas, tu sais. Puis ça m'a donné une carapace par rapport à être loin. Je suis parti à 15 ans de chez nous. Tu sais, d'être loin, pour moi, c'est rien. Mais plus le temps avance, moi, avec mes enfants, c'est pas vraiment ça que je veux établir. Par contre, quand ça va être leur tour de partir, je vais toujours les encourager à partir. Tu sais. Je ne vais jamais être quelqu'un qui va retenir mes enfants à s'épanouir ou à vivre d'autres cultures, puis toutes ces choses-là. Tu sais, je pense que c'est important. Est-ce que la période que tu viens de traverser, la période de Covid, avec toutes ces périodes de doute aussi, où tu jouais in, jouais out, est-ce qu'on peut dire que c'est la période la plus difficile avec laquelle tu as pu dealer depuis que tu joues, depuis que tu es professionnel? Professionnel, niveau professionnel, 100. Par contre, tu sais, il y a tout le temps un bon et un mauvais côté. Puis dans ce cas-là, ça m'a permis de passer du temps avec ma famille. Beaucoup. Beaucoup plus que j'ai fait dans n'importe quelle année. Puis j'étais beaucoup à la maison parce que je n'étais pas sur l'équipe. J'étais plus sur l'équipe de pratique, fait que ça me permettait d'être à la maison. Puis toute l'année passée, j'ai vu mes enfants grandir, puis j'ai été là pour pas mal tout. On n'avait pas de gardienne, ils allaient à l'école 2 ou 3 heures par jour, un à la fois. Fait qu'on avait tout le temps un enfant avec nous autres pendant au-dessus de, je sais pas combien de mois, 16 mois. Fait que euh, ça m'a permis de prendre cette décision-là un petit peu plus facilement de venir ici tout seul parce que j'ai dit, regarde, l'année passée, j'ai investi beaucoup de mon temps dans la famille. Puis je pense que je peux me permettre
de redonner un autre go à ça, tu sais. Ça n'a pas été trop dur d'en plonger, de te séparer, de couper, recouper ce cordon-là. Moi, je te dis ça parce que j'ai vécu ça pendant un an. C'est-à-dire que pendant un an, j'ai coaché des petits jeunes. J'ai laissé un peu l'élite de côté. Mon entraîneur-chef, lui, il a pu réussir à coacher cette tête d'élite. Moi, je me suis occupé un peu plus des plus jeunes dans le club. Puis ça m'a donné permis le temps de pouvoir passer du temps un peu plus avec la famille, et puis surtout les enfants, énormément. J'ai pu lancer ce petit projet qu'on fait aujourd'hui, là, ce petit podcast. Donc ça, c'est un des trucs que j'ai aimé dans ce projet-là. Mais là, je retourne aujourd'hui dans l'horaire dans lequel j'étais, de dingue dans lequel j'étais avant, c'est-à-dire lever 3h45 tous les matins, 5h moins le quart à la piscine, prêt pour accueillir mes athlètes à 5h30, 6h on commence l'entraînement, on finit à 8h, mâcher, pas moi, après retourne, préparer les rendez-vous, repartir. Maintenant, je suis entraîneur-chef, il y a d'autres responsabilités qui rentrent là-dedans. C'est trippant, hein? Mais putain, je retourne en arrière, j'ai l'impression que, waouh, il y a 2 jours, on vivait là, tu vois. Il faut faire attention de pas trop replonger dans l'intensité et pouvoir garder ce type de connexion qu'on nous a fait vibrer pendant un an et demi quasiment, tu vois. C'est pas évident, non? C'est ça le sport, hein. Puis, puis on a pris la décision de le faire à 100%. Si on ne le faisait pas à 100%, ben, on ne serait pas dans le Trop autre sport. chose. Trop autre chose. On ferait autre chose. C'est super intéressant ce petit échange là, sur ce petit bout de carrière-là. Puis j'apprécie que tu aies ramené le petit morceau des Canadiens. Ça, c'est vraiment le petit. Franchement, mon gars, là, highlight, highlight de chez highlight. Il manque plus que la Coupe Stanley. Tu mets bon, la naissance de tes enfants, Coupe Stanley, et puis le match contre les Canadiens, première game. C'est pas mal, quand même. Ben, j'ai pas eu la coupe, hein, Non, malheureusement. je sais, mais bon. T'as eu ta coupe à ta façon, dans le sens où tu as pu avoir ça. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont eu. Il y a combien de Québécois qui ont joué leur première game en pro contre les Canadiens et qui gagnent en plus? Il y en a combien? Je veux dire, il n'y en a pas 50 000. Je pense pas qu'il y en a. Ça va rester gravé à vie, là. Écoute, j'ai vraiment envie de plonger un petit peu dans l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, ben, bon, je ne sais pas comment on va aborder, puis on va toucher ça. Moi, je sais que je le vis comme entraîneur parce que, bon, on est un petit peu dans une période où il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit, il faut être un peu plus politiquement correct. C'est pas une période euh, simple pour tous les entraîneurs, même pour les gens du monde du sport. Il faut s'adapter, puis savoir se montrer quand même respectueux, puis comprendre de certaines choses qu'on a pu dire et qu'on peut plus dire aujourd'hui. Euh, et là, il y a toutes ces histoires qui sortent en ce moment avec ce joueur de hockey qui a eu des problèmes par rapport à son homosexualité il y a quelques années. Ça explose aujourd'hui. Euh, En je sais fait, pas. c'est pas son homosexualité, c'est que l'entraîneur a pas mal forcé. Il y a eu Il était- ça. Mais exactement. Bon, on va rentrer dans les détails. On va dire qu'il y a eu des abus. Euh, Ça s'est su, ça s'est tu pendant longtemps. Il a enfin, c'est enfin revenu au goût du jour et les personnes ont été condamnées. Ok, donc là il y a un retour de bâton là-dessus. C'est quoi ton regard par rapport à ça? Parce que tu as grandi dans cette ligue, tu l'as vu un petit peu, ce côté un peu macho. Quand moi je lis la statistique, le côté statistique de la NFL où tu as juste un gars qui est déclaré, qui assume son homosexualité, je trouve ça un peu grossier, un petit peu. Enfin, c'est un peu minimaliste comme chiffre, comme chiffre un petit peu. C'est dur à dire combien il y a d'homosexualité Mais dans le ça monde. existe forcément, ça existe forcément. C'est ceux qui se cachent en fait. On peut penser ça comme si on peut dire il n'y a pas. Il n'y en a pas tant que ça des homosexuels qui jouent un sport physique comme on fait. Moins que moi, je ne peux pas me mettre dans leurs souliers. Par contre, si tel était le cas, je pense que c'est un poids qui se libère sur tes épaules, mais tu t'en rajoutes un d'une façon parce que la logistique du jour du day-to-day là, dans le sport professionnel, c'est que tu vas te mettre dans des situations où tu le sais consciemment que tout le monde va penser à ça quand ça va être le temps de la douche. Tout le monde va penser à ça quand que tu vas donner un câlin à quelqu'un. Il va tout le temps avoir en arrière-pensée que tu as maintenant mis en avant-pensée en sortant, en étant gay. Puis je pense que c'est un plus gros fardeau pour la personne homosexuelle
que pour le reste des joueurs parce que c'est toi qui deals avec ça mentalement tous les jours, malheureusement. Puis c'est peut-être une bataille que tu te mets toi-même dans ta tête, mais c'est une bataille qui va être là néanmoins. Parce qu'il y en a qui vont mal voir ça, probablement. Ok. Probablement qu'il y en a que ça va moins couler en sachant ça que ça l'était avant. Je ne sais pas. Pas parce qu'on ne les respecte pas parce que la communauté de hockey les voit différents, mais juste parce que c'est quand même une embûche qu'on doit surmonter. Puis c'est con de penser ça, mais je pense que c'est une réalité, puis je pense que c'est une réalité qui ne va pas durer. Plus que les homosexuels vont s'afficher, puis qu'ils vont être confortables avec ça, plus que les autres vont être confortables. Puis sans me dire avoir hâte à ce jour-là, j'ai hâte au jour où on va arrêter d'avoir des tabous partout, puis qu'on va juste pouvoir être nous-mêmes, tu sais. C'est tellement fou là, qu'on doive en parler, tu sais, parce que en bout de ligne, là, t'aimes ton voisin, that's it. Exactement. Exactement. Mais tu viens de dire un truc hyper important. Tu viens de dire que si vraiment, plus il y a de gens qui en parlent, plus ça va devenir la normale. Tu vois, quelque part. Qu'on arrivera à cette normalité. On devrait arriver à cette normalité. Donc c'est quand même bien qu'il y ait des gens qui en parlent. C'est malheureux que ça arrive parce que ben, il y a eu des. Ce qui est malheureux, c'est ça, c'est que ça arrive sous forme de scandale. C'est ça. Ça serait le fun, ça arrive sous forme d'enthousiasme aussi. On Là, parce m'assume et puis let's go, quoi. Ouais. que c'est toujours sous forme négative, puis là, c'est là qu'on en parle. Puis prenons de l'avance, non? Ouais. Ouais. Prenons Non, de t'as l'avance raison. sur le sujet. Puis ça peut être, c'est les homosexuels, c'est tous les tabous, là, les Ouais. gens. Tu sais, voyons, je trouve que c'est comme, à chaque J'en ai fois, discuté, j'en ai discuté avec toi, j'en ai parlé avec beaucoup d'entraîneurs aussi. Bon, je peux pas me cacher, hein. Quand même, quand même une petite couleur sympathique. Je veux dire, dans le milieu de la natation, je dois détonner un petit peu. Mais j'ai échangé beaucoup avec des entraîneurs québécois, francophones, qui eux m'ont parlé des difficultés qu'ils avaient dans le monde du sport anglophone. Les athlètes aussi, comment c'était difficile dans les équipes de ne pas avoir un psychologue qui comprenait l'anglais, de ne pas avoir une nutritionniste, ou bon, ça a évolué maintenant, ça a changé. Mais bon, quand tu as des athlètes qui sont, mettons là, on avait deux filles qui étaient aux Jeux Olympiques, c'était les deux seules Québécoises qui étaient sur l'équipe, Catherine Savard et Marie-Sophie Harvey. Elles sont habituées de faire les équipes, mais j'imagine que, enfin, j'imagine pas, elles sont senties seules par moment, parce que c'est quand même une autre mentalité, c'est une autre langue. Ne veux pas, tu vas être prêté à parler plus anglais que français dans ce genre de trip-là, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui m'ont exprimé leur tristesse, leur révolte par rapport au, on va appeler ça un peu la ségrégation, la discrimination dont ils ont été victimes par moment, où ils ont l'impression qu'il y a des décisions qui étaient prises ou des choix qui étaient faits, que si tu étais né du bon bord, en fait, pas du côté de Saint-Laurent, plus du côté de l'Ouest ou de l'Ontario, ça passait mieux. Est-ce que ça te parle un petit peu, ça ou... encore là, ces choses-là. Puis, tu sais, mettons, je te raconte un exemple. Quand j'avais justement 16-17 ans, puis que j'allais au camp d'équipe Canada, où que là, tout le monde se rassemble, puis on doit faire un choix par rapport au Canada, plus juste au Québec, au Canada en entier. Donc, Mhm. on part aux Anglais. Je me rappelle, mon agent me disait tout le temps, là, quand tu vas aller là-bas, juste pour te dire, à talent égal, ils vont toujours prendre l'anglais. Fait que, démarque-toi. Quand tu vas dans les soupers communs, assieds-toi pas avec les Québécois. Assieds-toi avec d'autres mondes. Parle avec d'autres mondes. Quand tu es dans la chambre, assieds-toi pas avec les Québécois. Parle à tout le monde. Essaye de t'inclure. Démarque-toi. Arrive le premier sur la glace parce qu'il faut qu'il te voie. Il faut tout le temps se démarquer parce que c'est une réalité. Puis, il y avait toujours des appels. On faisait des appels conférences dans le temps, tu sais, puis dans le temps, là, on n'avait pas tout un téléphone cellulaire. Il fallait que j'avais un autre des joueurs qui habitait chez nous, puis on était deux, un dans la maison là, l'autre allait courir chez ma grand-mère, tu sais, pour faire l'appel. Puis il y avait tout le temps des Québécois qui faisaient quelque chose, la ligne à couper ou quoi que ce soit, puis là,
t'entendais dans l'appel, chose, hein, puis là, c'était toujours les Québécois, puis il y avait tout le temps, tu sais, puis on se faisait mettre tout le temps dans une catégorie qui était mal vue en partant. C'était toujours ça. Puis ça a suivi. Là, tu regardes dans les repêchages, puis le repêchage avec national, c'est facile à voir. Là, tu regardes des statistiques. On part de la Ligue junior majeure du Québec avec la Ligue de l'Ouest. En bout de ligne, à la fin de l'année, il y a un tournoi des 3 ligues ensemble, puis la meilleure gagne. C'est souvent le Québec qui gagne. Mais nous, on fait telle et telle chose. On se booste des équipes. On fait c'est jamais bien, bien reconnu. Quand on arrive au repêchage, tu as un petit Québécois, on en a un ici, justement, à Wilkes-Barre, qui s'est fait repêcher en 3e ronde par les Penguins de Pittsburgh. Il a fait 45 buts son année de repêchage. C'est comme le meilleur buteur du draft, 3e ronde. Ah bon? OK. Ouais, mais il n'y a pas de patin. Ouais, mais c'est sûr. Moi, je pense que si ce gars-là, il s'appelait Mike, je ne sais pas quoi, là, il serait probablement sorti dans la première ronde. C'est con, là, mais j'y crois Mais fortement. ce que j'ai du mal à saisir, c'est que quand même, regarde, bon, je trouve que quand même bon, moi je vis au Québec depuis 20 ans, c'est quand même le sport de la province. Les jeunes se donnent dans ce sport, ça fait partie de ton sport. Le nombre de personnes que je connais, pas plus tard qu'aujourd'hui, je parlais de notre revue qu'on allait avoir, je parlais avec une de nos coachs qui doit avoir 20 ans ou 22 ans, qui connaît le hockey sur le bout des doigts. Culturellement, c'est instauré. Vous avez eu des grands joueurs québécois, vous avez eu une grande équipe, toujours une grande équipe en passant. Malgré ça, si c'est dur aujourd'hui, ça a dû être quoi il y a 25 ans ou il y a 30, je sais pas. Ça n'a Ouais, pas fait bouger les choses? non, je pense pas que. Tu sais quoi, je pense qu'on n'est pas reconnu comme une race. Ok. Je pense qu'on n'est pas reconnu. Dans la Ligue nationale, on n'a pas le droit de dire à quelqu'un le N-word. Ok. On n'a pas le droit de traiter quelqu'un de faggot, mettons. On n'a pas le droit de. Tu sais, il y a certaines catégories, on n'a pas le droit, mais tu as le droit de dire à quelqu'un qui est un fucking frog. Ça, tu as le droit. Ah bon? À tous les jours, il y a quelqu'un qui peut me dire que je suis un fucking Frenchie. Ou un ci, puis un ça. Mais on n'a pas le droit. Mais il y a des choses qui sont. Fait qu'on n'est pas reconnu comme étant. C'est pour ça que je me fais plus traiter de sale, mais plus de sale français ou de sale truc. Ça t'as le droit, mais l'autre t'as plus le droit. Des choses qui sont acceptées, tu sais. Mais c'est con, mais c'est tellement vrai. Puis, Waouh. fâche, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, en bout de ligne, là, nous, on a fait un effort d'apprendre d'autres langues, tu sais. Tu arrives dans une chambre de hockey, là, et on a un dans notre équipe, un Finlandais, là, il parle finlandais, il parle suédois, il parle anglais. Toi, le gars à USA, là, as-tu essayé d'apprendre un mot dans une autre langue? Ça t'intéresse pas? Tu sais? Pourquoi qu'on devrait juste parler dans un langage? J'en ai appris 2. J'ai le droit de parler dans ce que je veux. Tu sais? Mais on n'est pas reconnu comme une race, les Québécois. Mais on est traité comme étant différent. Pour J'aime moi, ce que c'est un tu dis. problème. Pour moi, il y a un problème quelque part. On n'est pas une race, mais on est traité comme étant différent. On n'est pas reconnu comme étant différent, mais on est traité comme si on l'était. S'il y a un clash, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut évoluer? Puis surtout, est-ce que tu aurais ou tu verrais des choses qui peuvent te donner espoir ou te dire, on peut faire changer les choses comme ça ou ça va être très difficile? Je pense qu'à la base, on ne fit pas avec. On rentre dans une chambre de hockey, là, puis c'est comme dur de fitter avec la majorité parce que si je suis assis à côté, je suis un Américain ou un Canadien, anglo-canadien. Je suis assis dans la chambre, j'ai un autre Anglo à côté de moi où j'ai le Québécois. Si j'ai une joke à dire, je me tourne de ce bord-là. À la base. T'entends? Mhm. Du même coup que si moi j'ai une joke, je vais me tourner vers mon chum québécois. Par contre, j'en ai pas beaucoup dans ma chambre. Fait que je m'adresse à tout le monde. Tu sais? Mais je pense pas
que les Québécois ou les gens qui parlent français vont prendre le dessus statistiquement dans une chambre de hockey. Fait que tant qu'un jour-là n'arrivera pas, je vois pas pourquoi ça va changer. Il n'y a pas plus de, il y a pas plus de managers québécois, il n'y a pas plus d'entraîneurs dans la ligue, il n'y a pas plus de dirigeants qui sont québécois ou. Non, c'est pas mal du pareil au même. Puis, tu sais, en tout cas, honnêtement, j'aimerais ça qu'on ait le même respect que tout le monde. Honnêtement, j'aimerais ça, là, que tu me favorises dans un repêchage ou non, ou que tu me choisisses pour faire une équipe à la place d'un Anglais à talent égal. Honnêtement, ça me dérange moins, mais d'être respecté sur notre ensemble, sur respecter d'où qu'on vient, nos origines, notre culture, j'aimerais ça. J'aimerais ça que. J'aimerais ça peut-être qu'un jour quelqu'un soit suspendu parce qu'il a traité quelqu'un d'autre de fucking Frenchie. Tu sais. As-tu déjà réagi à ce genre d'insulte? Oui, c'est discriminatoire. Ça l'est? Non? Tu Ouais, trouves ça pas? l'est. 100%. Il 100%. dit pas, il dit pas ça pour. Il dit ça pour me discriminer. Tu sais. Moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça tous les jours. Je l'entends. À tous les jours encore, tu t'entends des blagues sur Ben les là, oui, Français, des trucs. oui. Ouais, ouais, pas ici parce que je suis le plus vieux, mettons, là, ou dans les plus vieux. Les jeunes, c'est pas mal. C'est pas mal jeune comme équipe, là, puis les gars ont du respect, mais je Qu'est-ce que tu l'entends. trouves le Je plus. l'entends, puis c'est accepté. C'est ça qui. Ouais, c'est toléré, ouais. Les mecs, ils se rendent même pas compte jusqu'au jour où ils sont balancés dans. Ça serait bien qu'ils vivent l'inverse, mais bon. Euh, Moi, j'ai eu des nageurs anglais qui sont venus nager au milieu québécois. Puis nous, on a fait l'effort de parler en anglais, d'écrire en anglais pour aider les athlètes. Résultat, on les a pas trop aidés puisqu'en bout de ligne, le français a progressé, mais tu vois, ce sont pas souci d'intégration, on a été capable d'ouvrir. Euh, c'est pas un sujet facile, c'est vraiment pas facile. Je sais pas comment ça peut changer. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui parlent, je pense, moi. Je pense que moi non plus, j'ai pas d'idée comment la progression peut se faire, mais la réalité est qu'on est une minorité, les Franco sur la planète, tu sais, puis l'anglais est la langue parlée. Puis on a tout fait l'effort, puis les commissions scolaires ont fait l'effort d'impliquer l'anglais le plus possible dans. Puis moi-même, mes enfants, je veux qu'ils parlent anglais parce que c'est une nécessité. Mais tout ce que je demande en bout de ligne, c'est d'être respecté comme si j'étais un Américain anglais. C'est pas parce que tu as un accent ou whatever. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est, et je le vis encore. Je le vis encore, et puis c'est jamais méchant. Mais on fait l'effort de parler en anglais. Moi, je parle en anglais, j'écris en anglais, je suis bilingue. Mais la maman de mes enfants est anglaise, anglophone. Je veux dire, j'ai un accent, j'ai un putain d'accent français. Mais je trouve ça putain de mal élevé que Je les ris de gens toi. ne fassent pas l'effort d'écouter, quoi. Juste d'écouter un peu plus. Pas parce que tu as un accent, que tu dis the à la place de the, que c'est bon, tu sais, on va te faire, ça va, tu trouves ça rigolo deux, trois fois, quatre fois, cinq, six fois. T'entends, mais c'est comme une piqûre, ça leur fait plaisir de rire de toi, tu sais. Hey man, j'ai appris, là. Plus difficile. Écoute, on va changer de sujet, on va parler de choses un peu plus positives là. Moi, il y a deux choses qui m'intéressent. Tu m'as parlé de Sidney Crosby. Alors, moi j'aime bien les champions. J'aime bien les mecs qui puent la gagne. Ok. Qu'est-ce que tu as appris, toi, à son contact, pour toi, perso, à le côtoyer? Il y a quelque chose que tu as pu prendre, parce qu'on veut pas là. Tu joues au hockey depuis que tu as 15. À chaque fois que tu as vu quelqu'un qui était meilleur que toi ou qui était bon sur la glace, c'est obligé de te regarder. Parce que tu veux apprendre. Tu veux pouvoir te comparer, comme tu disais tout à l'heure. Quand tu croises Crosby, là, Ben, je il a. pense qu'il déteint sur l'organisation complète dans un sens où c'est lui ton standard. Tu peux pas dire « aujourd'hui, je vais pas patiner fort. » Il est Hey, si passionnant. un joueur du monde, il est là, puis il le fait, tu le fais. Tu comprends? Fait que ça lève le niveau de jeu de tout le monde. Puis moi, j'ai pratiqué avec un contre un parce qu'il était blessé au poignet, puis il revenait, puis j'ai décidé, puis je ferais jamais ça, mais Sidney Crosby, mettons, je pratiquais à 10 heures. Sidney Crosby, lui, embarquait à 9 heures. Fait que moi, je pratiquais à 10,
J'ai dit, j'embarque sur la glace avec Sid à 9. Tu sais, je ne peux pas manquer passer par-dessus cette occasion-là d'être tout seul avec le meilleur joueur au monde. Fait que pour moi, ce que je tire de Sidney Crosby, c'est t'es rien sans la discipline. Je pense qu'il a basé sa vie là-dessus. Il a dit, je suis rien sans ma discipline. Wow. Puis, ça paraît. Ça T'en as paraît. arrêté quelques-uns à l'entraînement quand même. Ouais. Hein? T'en as arrêté quelques-uns quand même. Tu l'as stoppé un petit peu quand même. Et à même à un moment donné me dire, je devrais peut-être en laisser rentrer parce que je ne veux pas affecter sa confiance. Mais tu sais, embarquer avec Sidney Crosby, c'est comme. Il a scoré. Si, il y avait un drone sur la glace qui suivait chaque lancer, il y avait un gars avec la caméra, il y avait un gars prenait. Tu comprends? C'est comme. S'il compte un but, ça va, même si j'ai arrêté les 50 shots avant, ils n'en montreront pas une, ils vont juste montrer son but. Fait que embarquer avec lui, ça vient avec une énorme pression. Ouais. Hein. Tu sais que tu vas être exposé sur la planète au complet. Est-ce que cette pression-là va te manquer? Non, j'ai juste apprécié. Tu sais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas juste apprécié une pratique. Ça, c'était vraiment un moment où je pouvais être le petit gars qui mettait son but dans la rue. Là. Wow. Parce qu'à coup de ligne, qu'est-ce qu'on vise en mettant mon but sur l'asphalte à tous les jours, puis en envoyant ma balle dans notre fossé, puis en allant la chercher, puis en revenant, puis en patinant, puis en changeant mes roues de bord parce qu'il était trop usé à tous les jours, tu sais. C'est quoi que je visais? Je visais d'être sur la glace avec le meilleur joueur au monde, tu sais. C'est ça que tu vis. C'est Les ça que tu big. as la chance de vivre. Waouh, 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 waouh. Soit un beau highlight aussi. Là. Ben, je pense qu'à la fin, c'est ces moments-là qui vont rester. C'est Ouais. des petits moments que tu as vécu, l'histoire de ton chauffeur de bus, bon, le match avec les Canadiens, ces entraînements avec Sidney Crosby. Je suis sûr que ça va être hyper enrichissant. Est-ce que tu as pu donner quelques conseils un petit peu ou pas du tout? Ouais, mais c'est ça qui est intéressant avec ces gars-là, c'est de débattre sur la game, tu sais. Ils sont ouverts? Ben, il la voit différemment, clairement. Ou bien il l'assimile plus vite, tu sais, mais sa force, c'est vraiment son sens du jeu. C'est de pouvoir absorber ce qui vient autour puis de faire de quoi avec avant que toi, tu aies pu y penser, tu sais. Wow. Ouais. Wow. Et juste pour rester dans un sujet que j'aime bien, on va parler de hockey, mais toujours avec mes amis étrangers, mes joueurs européens. Alors, on a la réputation, on va vraiment changer de sujet. Je suis en train de boire un petit verre de rhum, c'est pour ça que je vais parler un petit peu d'alcool. Mais, C'est euh, mardi après tout, hein? pardon? C'est mardi après tout. Oh, moi, je suis bien. Hein. Regarde, je fais mon sport aujourd'hui, je suis posé maintenant, tranquille. Je regarde, on dose, on dose. Faut savoir se mettre à l'aise. Hein. Demain matin, je me lève pas. Les autres jours, je me lève. On prend ça tranquille. J'en profite ce soir. Le ballon. Exactement, exactement. Euh, on dit que les Canadiens savent boire. Ok? Toi, tu as croisé dans la Ligue nationale des joueurs d'Europe de l'Est, des joueurs de Suède, des joueurs de Norvège. Finalement, là, à la fin, là, c'est qui les pires, c'est qui les vrais, quoi, là-dedans. Les plus tough, c'est sûr, c'est les Québécois. Les plus tough, c'est mes chums de Saint-Hilaire. C'est eux les vrais. Ça, là, puis j'ai pas peur de le dire, j'en ai vu passer, puis j'en ai vu qui m'ont vanté qu'ils étaient des vrais toughs de tout, là, mais les chums de Saint-Hilaire sont imbattables. C'est les vrais. Je me catégorise là-dedans, d'ailleurs. Tout sauf Milan Lucic. Lui aussi est capable d'en prendre pas mal, je te dirais. Il jouait où, lui? Milan Lucic, j'ai joué avec à Calgary, mais c'était le goon de Boston pendant longtemps. C'est un Bagarreur. un bagarreur qui scorait 30 buts aussi. Là, c'était comme le joueur. Il a donné des cauchemars au monde à Montréal longtemps. Donc eux, c'est les gars qui savent faire la fête. Donc il y a quand même des moments de fête, des bons moments quand même dans votre milieu. Vous savez vous amuser, vous savez vivre. Moments de fête. Hein. Mais dans la Ligue nationale, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments de fête.
Euh, une année à Tampa, on a gagné 62 matchs sur 82. C'est le plus de victoires ever de l'histoire de la Ligue nationale en une saison. Il y a nous et Détroit qui ont atteint ce club select-là. Détroit une année, des années 90-2000. Mhm. On n'a pas, là. Fait que, à vrai dire, partout où on allait, on gagnait. C'est ça qui s'est passé. Puis cette année-là, quand tu gagnes, mettons que si tu peux te permettre plein des choses, là, ça a été l'année qu'on a eu le plus de party. Wow. Que tu pouvais atterrir à Saint-Louis la veille d'un match, aller jouer un 18 de golf, prendre un coup, jouer le match le lendemain, puis gagner. Après ça, on allait à Washington, on refaisait la même chose. On prenait un coup en atterrissant, on gagnait. On allait de ville en ville, puis on volait l'argent du monde. Tu sais. Le groupe devait être vraiment fort. Il devait avoir un collectif de fous. Ça devait être idée. Ah oui, plus tu brosses ensemble, plus que tu deviens proche, là, c'est ça. Donc c'est un bon moyen de rassembler le monde, comme toujours. Ça Ouais, restera. c'est pas recommandé, il faut boire, tu sais, c'est pas ce que je recommande, mais c'est tout le temps des moments que tu te rapproches avec, que tu apprends à connaître des gens sur un autre angle. Puis, moi, j'apprécie ça. Là. J'apprécie creuser en dessous, tu sais, quand que. Le Maston, un petit peu aussi. Ouais, j'aime ça aller voir. Tu sais, tu viens d'où pour vrai, là? Qu'est-ce que tu as vécu pour vrai? Là? Parle-moi de si tel était. Moi, je pose des questions à ce moment-là. Arrête pas. Ouais, mais J'apprends. Ouais. t'as raison. Et aujourd'hui, Louis Domingue, est-ce que là, j'ai l'impression que tu as retrouvé un petit peu de flamme, un petit peu de passion. Est-ce que tu te vois jouer encore quelques années ou tu as l'impression que ça s'étire vraiment vers le cours? Si j'étais célibataire, probablement que je te dirais oui. Euh, là, je vais y aller une année à la fois. Ok. En ce moment, je vais finir mon année. Après ça, je vais voir comment ça a été. C'est surtout ça, là. Tu sais, je referai pas une année à Wilkes-Barre, une autre année, mettons. Non. J'essaierai autre chose, peut-être l'Europe ou quoi. Et donc là, ta position à Wilkes-Barre maintenant, tu es le troisième gardien de l'équipe des Pingouins. De l'organisation. Ok, de Ben, de l'organisation qu'on appelle, ouais. l'organisation, c'est ça. Donc, il se peut très bien qu'à anytime, tu sois aussi appelé à venir jouer dans la ligue, là. Absolument. Tu vois, Ok. ça changerait mes plans à court, moyen, long terme. Tu Bon, sais. écoute, on va toucher du bois pour que ça fonctionne et que ça t'arrive parce que je pense que s'il y en a un qui a roulé sa bosse et qui a galéré, comme on dit, Ouais. Ouais, t'as- à date, tu sais, je mets les efforts, j'ai un retour sur mon investissement, puis les choses vont bien, les statistiques vont bien. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, tu sais, ça va bien, fait que ça s'enligne pour du positif dans le futur, mais euh, l'affaire dans le hockey, c'est que la job est tout à recommencer. Fait que, à chaque game, c'est comme un rejugement qui repart. ah, on recommence à zéro, surtout d'un but. Je t'ai pas demandé, tu m'as parlé d'un monsieur qui s'appelait John qui t'a bien aidé à une époque. Tu as eu beaucoup de monsieur comme ça, tu as eu beaucoup de gens dans ton chemin, dans ton parcours de joueur professionnel qui ont su tendre la main, qui ont su t'aider à devenir un meilleur joueur, une meilleure personne. Est-ce que tu veux en parler un peu? Est-ce que tu as deux, trois personnes comme ça qui sont, ou un peu Très, plus, très peu? très peu. Beaucoup de personnes non qualifiées qui sont mis dans ton chemin dans le hockey professionnel. Je peux les appeler les imposteurs? Beaucoup d'amis tu sais, ils traînent leurs amis, ils traînent leurs connaissances, c'est beaucoup des connaissances pour avancer dans le coaching, mettons. Tu sais, ils amènent leur chum, les coachs en chef. C'est eux qui s'occupent du développement, ou c'est eux qui s'occupent de... Je n'ai pas eu des tonnes de personnes qui ont réussi vraiment à m'aider. Puis John Elkin en était un, puis Andy Chiodo ici à Pittsburgh, c'est celui qui m'a aidé à retrouver ma flamme aussi. Là. Mhm. Et un élève un peu de John Elkin d'ailleurs. Là. Fait que Ok. les deux à Toronto, puis viennent de la même école. Puis c'est ouais, deux gars qui m'ont aidé. À part de ça, écoute, il y en a d'autres, là, mais qui ont eu de quoi vraiment important là, dans des moments clés. C'est deux gars qui m'ont beaucoup aidé.
Je Mais il y en comprends. a eu d'autres, des gens qui m'ont aidé aussi, mais il y en a peu. Ok, ok. Des vrais, rencontrer des vraies personnes dans ce monde-là, c'est un petit peu chacun pour sa gueule, c'est un petit peu impitoyable par moment, mais il y a quand même quelques bonnes personnes. Je suis quand même content de l'entendre que bon, ben, comme des gens qui sont humaines et qui viennent donner et qui ressentent la sensibilité que tu peux avoir et la passion que tu peux avoir. Moi, ce qui m'anime comme coach, à une époque, je regardais plus, quand j'étais plus jeune, je regardais plus le potentiel athlétique. Si c'était doué ou ce que tu appelles doué ou pas, tu sais, ça avait un peu de talent, whatever. Mais le Aujourd'hui, potentiel, c'est quoi? ben, aujourd'hui, ce que je regarde, c'est plus ça du tout. Quand je parle de potentiel, on parle de taille, on parle de flottaison, on parle de niveau technique, on parle de tout ça. Aujourd'hui, je regarde plus ça. Moi, ce que je regarde, c'est ce qu'ils ont dans leurs yeux, les gamins. Ben S'ils aiment oui. ça. S'ils aiment ça. Parce que pour être bon, il va falloir que tu aimes ça. Pour avoir un bon potentiel, il va falloir que tu aimes ça. Tu comprends ce que je veux dire? Le Ouais. potentiel, tu es le seul qui le contrôle. Mhm, L'athlète, tu es le seul qui contrôle ton mhm, potentiel. mhm. C'est ça que je dis souvent aux jeunes. Laisse personne te dire que tu n'as pas de potentiel. Tu sais, si j'avais écouté Patrick Roy, je serais fini. J'ai jamais laissé, en bout de ligne, personne dicter mon potentiel parce que je suis le seul maître de mon potentiel. Le potentiel, c'est où ce que moi, je vais décider de l'amener. That's it, là. En réalité, c'est ça pareil. C'est vrai, t'as raison. Vraiment. Potentiel physique. Moi, j'en connais des gars qui sont 5 pieds 8 qui jouent à la Ligue nationale. Potentiel physique. Parle-moi-en. Tu Les, comprends? Tu les sais? limites, c'est nous qui les mettons. C'est ça, en fait, que tu es en train de dire. Absolument. Et pour terminer, on s'en va tout doucement vers la fin. Si tu avais un conseil, ben là tu viens d'en donner un bon, mais si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui nous regardent ou aux jeunes qui veulent s'inspirer. Moi j'ai un enfant de 12 ans qui rêve de foot et j'essaie de lui expliquer que les obstacles vont faire partie de son chemin, que la passion doit demeurer, il faut toujours jouer, jouer, jouer. Je C'est sors d'une compétition en fin de semaine où j'ai des athlètes qui se prenaient un peu la tête, c'était un peu le truc. J'ai écouté là, les gars, on sort d'un an et demi de Covid, on a beau être sérieux, on a beau être si, on est là pour jouer, on est là pour se faire plaisir, on est là pour d'abord se faire plaisir, pas pour se prendre la tête. C'est difficile à amener et puis à instaurer parce que tu veux être sérieux, tu veux bien faire, et des fois on oublie tellement que le plus important c'est juste de jouer du truc, quoi, de s'amuser, quoi. tu l'as dit, moi, je dis tout le temps la même chose. Puis c'est la même chose que mon père me disait à moi. euh, c'est de suivre sa passion. Puis ça va être dans n'importe quoi. Si tu veux devenir quelqu'un qui a du succès dans la vie, dans n'importe quoi, c'est de suivre sa passion, puis la suivre à 100%, puis de pas déroger de ça. Puis la journée que tu passes à une autre passion, tu passes à une autre passion. Mais sans passion, tu n'as rien. Malheureusement, là, si tu n'as pas une passion pour quelque chose, Dead, dead, tu n'as rien. Red Dead de chez DS. Louis, merci, c'était cool, vraiment. Fut un plaisir. On a passé un bon petit moment là. Vraiment, moi, je suis pas un spécialiste du hockey, mais curieux de cette discipline. Vraiment d'apprendre puis te rencontrer, c'était très touchant puis j'ai beaucoup aimé l'entretien qu'on a aujourd'hui. Écoute, on fait un deal toi et moi. Là t'es AHL, next whatever game NHL you do, on se fait un petit 5-10 minutes là de retour sur la glace, retour. C'est quand ça donne de quand ton dernier match en NHL? Ben, l'année passée, c'était au mois de mai. Mois de mai. Bon ben regarde, on va pas attendre fucking un an avant de rejouer là. Non. Continue à bloquer tout ça dans tous les sens. Et Ouais. puis, j'ai regardé un top 10 de tes buts sur YouTube tout à l'heure. Et tu danses du hip-hop, toi. Tu fais des arrêts de mouillage. Putain, bah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes tous d'une flexibilité comme ça, les gardiens, tous pareils. Moi, je suis pas mal moins que d'autres. Putain, mais les arrêts que t'as fait, j'essaierai de mettre quelques images si je me fais pas shut down tout de suite. Mettre quelques images de ça parce que waouh, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Et le rapport à la. Alors oui, non, je t'ai pas posé cette question, puis je vais finir avec ça, promis. Promis, promis, après j'arrête. On a parlé rapidement de ça. Tu m'as dit au début, tu étais sur l'arrière, des fois tu es sur l'avant. Non, mais c'est parce que ça arrive vite en face. Ouais. Et le rapport à la peur, c'est quoi? Du lancer? Ou du lancer ou du joueur qui arrive à 250 à l'heure, parce que ça arrive vite. Ah, ben,
c'est pas un facteur, vraiment, je te dirais. Non, hein? En tout cas, si ça l'est, je suis pas dans le bon métier parce que, je l'ai dit, hein, dans une pratique, on peut savoir comme 250 shots dans une journée. Donc ça, c'est pas le truc qui vous empêche d'avancer ou quoi que ce soit. Et puis dès que ça arrive, Tu sais, mettons, je reçois une rondelle dans la face 2-3 fois par jour, mais c'est pas. J'ai un masque, là, c'est normal, pas de souci. un peu, mais on passe à autre chose. Bah, en tout cas, regarde, c'est important je voulais terminer là-dessus parce que c'est quand même impressionnant. Vous me faites penser un peu à des gardiens même si c'est deux sports différents, hein, mais le gardien de handball qui est dans sa zone, c'est un petit ballon en cuir très très dur. Je sais pas si tu as déjà eu ça dans les mains. Ça arrive fucking très fort. Ça peut faire Ouais, très, très mal. j'ai vu l'équipe Canada jouer au handball. C'était impressionnant. Votre équipe de la France, C'est physique, hein. ça jouait vraiment physique comme sport. C'est très très violent. C'est à Louis, découvrir. merci. Pardon? C'est à découvrir comme sport. À découvrir, ouais, c'est vraiment un sport de combattant. Très technique et très très fighteux. En tout cas, Louis, un gros merci. All the Talk numéro 57 avec toi. Vraiment super content. Alors merci, bonne chance pour la suite de la saison. Bisous à ta belle famille, que tu reverras j'espère très vite. Et puis regarde, on se refait un petit 10 minutes très très vite, hein. Je vais guetter ça, je vais suivre, je vais mettre les petites alertes notifications sur ton équipe et ton nom. Dès que ça sort, je te texte puis on se refait ça. Louis, gros merci, à très très bientôt. Bye bye. Bye.